On va commencer immédiatement sur ce que l'on peut retenir du rapport de Jack Smith partagé à l'instant par la juge Chutkan. Jusqu'à hier, je vous rappelle, jusqu'à hier, les avocats de Donald Trump ont tout fait jusqu'à la dernière minute pour empêcher la publication de ce document avant l'élection. On vous en avait parlé, je pense que c'était peut-être dans Maintenant Matin ou avant le débat, donc ils n'ont pas réussi. La juge Chutkan a décidé d'agir extrêmement rapidement. Donc, premier élément à retenir de ce document-là, le premier élément à retenir, c'est que le procureur Smith prouve que Donald Trump agissait en tant que candidat et non pas en tant que président des États-Unis. Il utilise pour ça deux discours. C'est extrêmement important ce point-là parce que toute la stratégie de Trump, c'est de dire non mais tout ce que j'ai fait autour du 6 janvier, je l'ai fait en tant que président des États-Unis. C'est donc un official act et la Cour suprême me donne impunité pour tout ce qui est official act. Donc, il n'y a pas besoin de me poursuivre. Et donc, c'est un des points, c'est le premier point dont il faut mettre en avant, c'est le fait que Jack Smith démarre son rapport en détaillant comment ces appels ont été faits dans le cadre, tous ces efforts ont été faits dans le cadre de Donald Trump candidat. Donc on est dans le domaine privé, donc dans le domaine où on peut poursuivre Donald Trump et également le condamner à plusieurs années de prison. Il détaille par exemple que l'appel fait, vous le connaissez évidemment parce qu'on l'a tous entendu, que l'appel téléphonique fait au secrétaire d'État, au secrétaire qui est en charge de l'élection, donc Secretary of State de Géorgie, Brian Raffensperger, où il demande, vous vous en souvenez, c'est 11 000 qu'on lui donne, c'est 11 000 et quelques voix qui lui manquent, est un appel privé. Il n'agit pas en tant que président des États-Unis, que au-delà de ça, le rapport révèle d'autres appels pour faire pression sur d'autres élus, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau de certains bureaux, districts de vote. Donc ça, c'est également nouveau. On découvre aussi j'y arrive, excusez-moi 2 secondes, on découvre aussi que le procureur Smith a pu avoir la collaboration de Mike Pence. Donc c'est la confirmation. Le vice-président des États-Unis est cité dans ce rapport-là à charge contre Donald Trump. C'est un détail extrêmement important. La révélation, et ça gardez-le en tête parce que c'est un des risques du 5 novembre, que la campagne de Donald Trump avait envoyé à Detroit. Donc Detroit est à clé. Évidemment, avait un représentant dont la mission était d'empêcher physiquement le dépouillement des bulletins, que l'on ne puisse pas comptabiliser les bulletins de Detroit, qui est une ville largement démocrate. Et donc il y a la confirmation dans le rapport de ce point. La personne est aussi impliquée dans le nom m'échappe, parce que je vous avais raconté cette histoire si vous étiez un fidèle de la chute, parce que c'est lui qui est à l'origine de la plainte contre Fani Willis, parce qu'il est co-conspirateur de Donald Trump en Géorgie. Et je vous avais expliqué
Roman, ouais, merci Thomas. Ouais, c'est Mike Roman, merci Thomas. Je vous avais expliqué que Mike Roman avait été envoyé en mission. C'était un gars, un spécialiste des sales coups qui travaillait pour Donald Trump depuis des années et que Donald Trump l'avait envoyé en mission à Detroit pour empêcher que les résultats soient validés à Detroit, pour créer le chaos, physiquement créer le chaos. Et donc, c'est confirmé par Jack Smith dans son rapport de synthèse. On apprend aussi que le 13 novembre, Donald Trump, 13 novembre 2020, après que tous ses avocats, les avocats officiels de sa campagne, les avocats officiels du Parti républicain aient indiqué à Donald Trump qu'il n'y avait pas eu de fraude, il était au courant qu'il n'y avait pas de fraude et qu'il avait perdu l'élection. Donc le 13 novembre, on est le 13 novembre, on n'est pas le 13 janvier, on est un mois et demi avant justement l'élection présidentielle. Le 13 novembre, les avocats républicains, les avocats de la campagne de Trump lui indiquent qu'il a perdu l'élection, qu'il n'y a pas eu de fraude. La décision de Donald Trump est de renvoyer, de virer tous ces avocats-là et de les remplacer par Rudy Giuliani. Donc, il fait venir Rudy Giuliani lorsqu'il sait qu'il a perdu l'élection et qu'il n'y a pas eu de fraude et qu'il faut désormais un représentant, un avocat qui lui permette de mentir et d'aller gagner. Si vous découvrez pour la première fois notre émission, n'oubliez pas, c'est vraiment le moment de vous abonner parce que voilà, on est en mode breaking news d'un sujet que l'on suit depuis des années. Autre point important, la relation entre Mike Pence et Donald Trump. Et là, c'est la Big October Surprise. C'est que Jack Smith a obtenu, comme je vous le disais, le témoignage de Mike Pence. Mike Pence a raconté plusieurs conversations entre lui et Donald Trump, où Mike Pence plusieurs fois est venu expliquer à Donald Trump qu'il n'y avait pas de preuve d'une fraude électorale. Donc un nouvel élément qui démontre que Donald Trump savait, c'était une de ses lignes de défense à un moment, de dire que non, je croyais sincèrement avoir gagné cette élection, je croyais sincèrement qu'il y avait la fraude. Donc Mike Pence a confirmé à Jack Smith qu'à plusieurs reprises, il a eu des conversations vice-président à président, à Donald Trump, pour lui indiquer qu'il avait réellement perdu l'élection et qu'il n'y avait pas de fraude, que toutes les enquêtes menées par l'administration de Donald Trump démontraient qu'il n'y avait pas de preuves. Au-delà de ça, Jack Smith démontre aussi que Donald Trump, personnellement, c'est important ce que je vous dis, Donald Trump, personnellement, explosion de ketchup à Mar-a-Lago immédiat, personnellement, a appelé le gouverneur de la Géorgie, le gouverneur de l'Arizona, le responsable du Parti républicain en Arizona, en leur disant que non seulement il y avait une fraude, qu'il avait toutes les preuves devant les yeux, donc en leur mentant, et qu'il allait leur faire parvenir incessamment sous peu toutes les preuves de la fraude, et qu'en attendant, il avait besoin qu'ils stoppent la certification des résultats. C'est un acte d'accusation extrêmement grave contre Donald Trump. Il ne peut même plus se cacher sur l'idée de dire non, mais c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Ce sont des appels directs. Jack Smith a obtenu
Le témoignage de Rusty Bowers, donc, qui est le responsable des élus républicains de l'Arizona, du gouverneur Ducey et du gouverneur Kemp, qui est toujours le gouverneur en place en Arizona, où il y a donc cette preuve que Donald Trump s'est impliqué directement. Jack Smith aussi a des preuves, et vous allez voir comment c'est un thème actuel partagé principalement tous les jours ou presque par Elon Musk sur X, la preuve que Donald Trump a inventé, et oui c'est chaud patate, a inventé des accusations basées sur strictement rien, des accusations que des immigrés américains sans citoyenneté sont allés voter à cette élection, alors qu'il avait des éléments qui démontraient que ce n'était pas le cas, sans l'ombre d'un doute. Il y a aussi le fait que dans les documents, il y a des échanges de textes. Pendant très longtemps, Mark Meadows a refusé de collaborer avec Jack Smith. Mark Meadows, c'est qui? Mark Meadows, c'est le chef de cabinet de Donald Trump, l'homme de tous les secrets. On en a parlé des dizaines de fois. Jack Smith a réussi non seulement à le contraindre à collaborer avec la justice, à donner donc son témoignage, mais aussi il a accédé à ces documents. Parmi les documents, le 3 décembre 2020, un échange entre Mark Meadows, chef de cabinet de Donald Trump, et un avocat de la Maison-Blanche, où il est écrit que le mensonge l'excuse que met Donald Trump en avant et Rudy Giuliani, le fait que des morts ont voté, c'est quelque chose que vous avez entendu, qu'aujourd'hui encore certains pro-Trump, y compris francophones, mettent en avant le fait entre autres en Géorgie, des électeurs morts ont voté. Le 3 décembre, il y a cet échange écrit entre Mark Meadows et un avocat de la Maison-Blanche qui confirme que cette histoire est entièrement fausse. Entièrement fausse. Le château de cartes s'effondre. On fait une petite pause, j'en ai besoin, et on se retrouve ensuite. Il y a encore une autre tonne de révélations qui arrivent. À tout de suite. Voilà, on retourne en mode breaking news. Vous êtes très nombreux à être présents au rendez-vous. Si c'est la première fois que vous suivez la chute, abonnez-vous à la chaîne. C'est complètement gratuit parce que justement, ce genre de moments, on les partage toujours en direct. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la sonnette de notification pour ne rien rater, parce que c'est un tremblement de terre qui vient de se produire au niveau de la campagne américaine, avec donc la publication par la juge Chutkan à Washington du rapport de synthèse de Jack Smith qui détaille son enquête sur non seulement le 6 janvier 2021, mais également tous les efforts de Donald Trump. Et lorsque je vous parle de date, par exemple, les efforts de Donald Trump d'appeler directement lui-même le gouverneur de l'Arizona. Trump le fait dès le 9 novembre. Nous sommes quelques jours après l'élection, et donc il appelle directement le gouverneur pour lui dire d'empêcher la certification des résultats, que
et qu'il va lui envoyer des preuves d'une fraude, c'est qu'il ne fera jamais. Un des éléments clés de la phrase du témoignage de Mike Pence est complètement fou. Mike Pence dit à Jack Smith qu'il a dit à Donald Trump qu'il y avait zero evidence of election fraud, aucune preuve, zéro preuve d'une fraude électorale, que Trump le savait. Il y a aussi cette phrase complètement folle de Donald Trump, c'est peut-être la plus importante, sur le 6 janvier. Sur le 6 janvier, où Trump dit, et Jack Smith en a les preuves, en parlant de la manifestation du 6 janvier, il dit « Make them riot, do it ». Donc, c'est une incitation à la violence, c'est-à-dire qu'il demande à ce que on fasse que les manifestants du 6 janvier, Make Them Riot, se mettent à manifester contre le Capitole. Make Them Riot, do it. Donald Trump, le 6 janvier 2021. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Encore une fois, demain à 20h, émission spéciale de la chute. J'aurai lu ces 165 pages. On aura tous les extraits, tous les moments importants, toutes les réactions. C'est énorme ce qui est en train de se jouer. On découvre aussi que dans ce rapport, Donald Trump a fait directement pression sur le Parti républicain, le comité national, pour aller faire pression sur les élus locaux du Michigan. Donc que le Michigan était aussi une des cibles. On a l'Arizona, on a le Michigan, on a la Pennsylvanie, on a la Géorgie. Tous ces États clés ont été visés par Donald Trump, avec à chaque fois des efforts de mentir publiquement, mentir aux élus, mettre de la pression sur les élus, organiser physiquement organiser physiquement pour empêcher que les bulletins de vote soient comptés. Hein, c'est extrêmement fou que non seulement au-delà de Donald Trump, il a également fait appel à des sénateurs américains pour faire pression sur l'attorney général, par exemple, de la Géorgie. Donc, il a utilisé son pouvoir pour demander à des élus un sénateur américain sur la Géorgie. On sait, par exemple, je ne dis pas que c'est lui, mais que Lindsey Graham était parti en mission, comme il était il y a quelques jours dans le Nebraska. Il était parti en mission en Géorgie pour essayer de convaincre les responsables de la Géorgie de donner la victoire à Donald Trump. C'est peut-être pour ça aussi que maintenant il est all-in pour la victoire de Trump, parce que évidemment, si Trump est élu, alors ce que je vous dis que la seule grille d'enjeu de cette élection, c'est la prison ou la présidence pour Donald Trump, on est en plein dans ça, et désormais ce n'est pas que lui. Jack Smith a tous les noms. Il a tous les noms des complices de Donald Trump. Il cite près de 27 autres personnes qui ont participé à cette autre. Il y en a peut-être plus. À la page où j'en suis, il y en a 27 qui ont participé à cette opération de tentative de coup d'État. Donc, évidemment, ces personnes-là ont besoin que Donald Trump soit élu, parce que je vous rappelle que ce rapport n'ira pas plus loin si Donald Trump est élu et fait annuler la procédure. C'est la première chose qu'il fera. Il fera annuler cette procédure. Et ce rapport, ça restera un bon moment du démission de Maintenant Média, mais ça s'arrêtera là. On continue.
On découvre en Géorgie toujours que la pression exercée par Donald Trump est plus grande que ce qu'on pensait. Il a appelé tout lui-même, tous les échelons de l'autorité en Géorgie, du procureur. Donc il a fait pression sur le procureur de la République, donc l'attorney general de la Géorgie, car en lui demandant d'agir le plus rapidement possible parce que en expliquant qu'il n'y avait plus de temps, qu'il fallait y aller immédiatement, qu'il fallait changer les résultats de cette élection le plus rapidement possible. La confirmation, encore une fois, je la vois ici, du Make Them Riot. Je pense que de toutes ces informations qu'il y a dans le rapport, c'est évidemment celle qui va faire le plus attention. Donald Trump qui a souhaité que qu'on fasse déborder les événements du 6 janvier, c'est une incitation à la violence, c'est une incitation à attaquer le Capitole, une incitation à pendre Michael Pence. Excusez-moi de ces quelques hésitations, mais j'essaye vraiment de vous raconter tout ça. Je suis en train de voir. Donc, je vous l'ai dit, il a demandé à la présidente qu'il a remplacée, hein, il a mis Lara Trump à la place, on imagine ce que ça ferait avec Lara Trump. Il a demandé à la présidente du Parti républicain de faire pression sur les élus de plusieurs États. Il y a aussi des messages de Rudy Giuliani. Et pourquoi ce texte est là? Parce que Rudy Giuliani l'a envoyé à la mauvaise personne. Excusez-moi 2 secondes. Donc, il a envoyé à la mauvaise personne. Et donc, c'est un texte qui était adressé aux responsables du Parti républicain au Michigan pour lui forcer la main pour qu'il certifie une victoire pour Donald Trump alors que Joe Biden venait de gagner. On retrouve dans le document évidemment Sidney Powell. C'est complètement fou ce qui est en train de se passer. Évidemment, au même moment, Tim Walz est en meeting en Pennsylvanie. Il vient de faire allusion à la sortie de ce document-là. C'est vraiment une breaking news majeure. C'est la surprise d'octobre. Les preuves de la culpabilité de Donald Trump. Le fait que dans son rapport, je le répète, dans son rapport, Jack Smith, je cite, démontre que Donald Trump et ses alliés ont tenté de créer le chaos dans les bureaux de vote et d'encourager de faire Make Them Riot au niveau de Washington, mais aussi au niveau de Detroit. Donc l'idée était de dire voilà, créons du chaos, mettons la pression pour arrêter le processus électoral, pour arrêter la démocratie. 2 secondes, je suis toujours en train de regarder ça. Non, c'est énorme. Thomas, ça va? Tout va bien? Non, c'est énorme ce qui est en train de se passer. On fait une petite pause, on se retrouve dans quelques secondes.
Voilà, nous revoilà en mode, alors que le texte Make Them Riot est désormais trending sur X aux États-Unis. Nous sommes en mode breaking news avec la publication par la juge Chutkan du rapport de synthèse du procureur spécial Smith. Et donc, un autre élément, par exemple, le procureur Smith a obtenu plusieurs témoignages contre Rudy Giuliani. Tout ce que touche Trump meurt. Et Rudy Giuliani faisant pression sur des différents élus, des élus exprimant leur scepticisme face aux accusations de fraude en disant qu'ils ne voyaient pas de fraude. Et là, Giuliani répondant mais bon, vous savez, on est tous des républicains et il faut qu'on se mette à travailler ensemble pour permettre à Donald Trump d'être élu. Donc, c'est la preuve que de Trump à son entourage et donc à Rudy Giuliani, tout le monde savait que l'élection, c'est un des points les plus importants de ce rapport, que l'élection avait été perdue par Donald Trump et que donc il fallait mentir, il fallait jouer de cette espèce de solidarité entre républicains pour permettre l'élection de Donald Trump. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Une nouvelle fois, abonnez-vous, cliquez sur la notification parce que demain, je vais y passer toute la nuit à travailler là-dessus, mais je vous promets, on va étudier, éplucher les 165 pages de ce rapport et on va vous en montrer tous les extraits les plus importants dans notre émission demain à 20h. Je suis en train de regarder d'autres extraits de ce rapport-là. Ouais, encore une fois, donc confirmation que Donald Trump était au courant très rapidement que l'élection était perdue, qu'il n'existait aucune preuve, que les thèses mises en avant étaient fausses, étaient prouvées fausses. Jack Smith parle d'invention complète de la part du camp Trump. On a donc des échanges par texte entre Mark Meadows, le chef de cabinet de Donald Trump, et l'avocat à la Maison-Blanche de Donald Trump qui confirme que toutes ces accusations de vol de vol électoral, de fraude électorale par des électeurs morts, vous le savez, c'était un des points qui était mis en avant par entre autres Rudy Giuliani, que tout ça était faux. Donc, une fois encore, Smith écrit que Donald Trump, je cite, je suis en train de lire une ligne, que Donald Trump a resort to crimes to stay in office. Donald Trump a décidé de commettre des crimes pour rester en place. C'est un coup d'État. C'est une tentative de coup d'État, ce qui s'est passé entre le 6 novembre 2020 et le 6 janvier 2021 aux États-Unis. C'est l'introduction de Jack Smith, cette phrase-là. Peut-être, on en parlera moins que du reste des phrases, des petites phrases comme le Make Them Riot. Autre petite phrase, lorsque on a le témoignage de plusieurs personnes de l'entourage de Donald Trump le 6 janvier, lorsque on dit à Donald Trump que Pence est en danger de mort, au Capitole, la réponse de Trump, so what? Et alors, on comprend pourquoi ce n'était hier pour le débat des vice-présidents, c'était pas Michael Pence qui était là, mais qu'il avait été remplacé. So what? Mike Pence est en danger de mort. Et alors? C'est complètement fou. Donc cette phrase, donc au-delà de ces petites phrases qui évidemment, on va avoir toute l'attention, cette phrase pour débuter
le document de Jack Smith, Donald Trump resorted to crimes to stay in office. Donald Trump a opté pour des crimes pour rester en place. Et donc, pour réussir son entreprise de rester en place malgré sa défaite électorale, il s'est associé avec plusieurs, je cite, private co-conspirators. Le mot private, c'est extrêmement important parce que private, ça veut dire que ce n'étaient pas des membres du gouvernement américain, parce que sinon, il aurait pu dire que c'était ses fonctions officielles. Lorsqu'il fait appel, par exemple, lorsqu'il vire tous les avocats qui travaillent autour de lui pour lui expliquer qu'ils lui disent non, il n'y a pas eu de fraude, vous avez perdu l'élection, et qu'il décide de les virer et d'engager à la place Rudy Giuliani, c'est un acte privé et donc qui ne rentre pas dans le cadre de l'immunité donnée par la Cour suprême. C'est extrêmement important. Oui, c'est ça la surprise d'octobre, et vous la vivez en direct. C'est fou qu'on vive cette surprise d'octobre en direct sur Maintenant Média, sur La Chute. Une nouvelle fois, abonnez-vous, soyez là avec nous demain à 20h, ça va être complètement fou. Je continue, hein, ça a l'air de vous passionner, ça a l'air de vous intéresser. En tout cas, moi je suis, c'est évidemment au-delà des raisons politiques, j'ai toujours dit que, quelle que soit la couleur politique, que ce soit que c'était Donald Trump ou un autre, que ce qui s'était passé en janvier nécessitait une enquête, nécessitait et méritait une condamnation, un procès, etc. Parce que si on ne le fait pas, on s'expose à ce que les mêmes choses soient refaites. Donc oui, comme je vous le disais, la confirmation tout à l'heure, le fait que lorsque Rudy Giuliani en fait expliquait devant les médias que en Géorgie, le même jour où il expliquait en Géorgie qu'il y avait 10 000 électeurs morts qui avaient voté pour Donald Trump, le fait qu'en échange de textes entre Mark Meadows et l'avocat de la Maison-Blanche, il confirmait tous les deux que c'était faux, qu'il savait que c'était faux, que tout le monde savait que c'était faux. Donc au même moment où devant les médias et devant les élus, Giuliani expliquait que 10 000 faux électeurs avaient voté, et que donc c'est ce qui faisait la différence, parce qu'à ce moment-là, il y avait 11 000 voix d'écart entre Donald Trump et Joe Biden. Dans la réalité, il savait que c'était faux. Je continue. Parmi les accusations dans le préambule de Jack Smith, il explique que pour réussir à rester en place, donc il a fait appel à des co-conspirators, et que ils ont ensemble, et ça comprend une implication directe de Donald Trump. Ensemble, ils ont lancé plusieurs plans desperate plans de changer le résultat de l'élection qui était légitime dans les 7 États qu'il a perdus. Donc, on se rend compte désormais de l'ampleur de l'opération. On s'en doutait, mais Jack Smith confirme que ces tentatives, souvent les mêmes et des fois avec des spécificités locales, ont eu lieu dans les 7 États clés que Donald Trump a perdus. Hein, c'est vraiment important. Et que donc, Smith accuse Donald Trump d'avoir fait de la pression et menti à des élus officiels pour les inciter à ignorer le véritable résultat de l'élection. Qu'il a tenté d'embrigader le vice-président et pour empêcher la certification du résultat au Sénat le 6 janvier,
et que l'ensemble, la ligne conductrice de tous les efforts de Donald Trump était le mensonge, était la manipulation de tous ses responsables, qu'il a approché Mike Pence avec des informations qui étaient complètement fausses. Donald Trump a utilisé, c'est le terme directement de Jack Smith, he used lies. Donc, il a utilisé des mensonges pour faire avancer sa conspiration, pour empêcher le bon fonctionnement du gouvernement fédéral. On est en plein dans une conspiration. Il a conspiré pour empêcher la certification de l'élection, et ensemble, ils ont conspiré contre le droit de millions d'Américains, le droit de vote, et d'avoir leur bulletin de comté. C'est vraiment énorme ce qui est en train de se passer. Il y a des dizaines et des dizaines de pages, et je vous rappelle que dans une semaine, la juge Chutkan doit sortir les annexes à ce document-là, qui est complètement fou. Il y a à un moment cette révélation qui cite Donald Trump, qui explique que he would fight to remain in power regardless of whether he had won the election. Qu'il avait annoncé qu'il resterait, il ferait tout pour rester en place, quel que soit le résultat de l'élection. Avec ce n'était pas le hasard. La preuve, parmi les preuves, que pendant que le 6 janvier, pendant que Donald Trump, pendant que les élus risquaient pour leur vie, que les policiers étaient attaqués, étaient blessés, Donald Trump était installé dans son bureau de la Maison-Blanche et suivait tout ça à partir de son téléphone et de son compte Twitter. Jack Smith a eu accès au téléphone de Donald Trump, a eu accès au DM de Donald Trump, à son compte Twitter, et a pu retracer toute son activité de cet après-midi du 6 janvier, où il n'est pas intervenu de son activité sur les réseaux sociaux. Autre preuve de Jack Smith que Trump a expliqué avant l'élection. Il y a une réunion à la Maison-Blanche avant l'élection, et il explique à ses collaborateurs qu'il va annoncer, que dans tous les cas, il annoncera sa victoire avant que les bulletins de vote soient comptabilisés, que c'est sa stratégie. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Jack Smith a désormais la preuve que c'était l'intention de Donald Trump. Intent, c'est extrêmement important. L'intention de Donald Trump avant même les résultats de l'élection, qu'il a décidé de tricher au moment de cette élection, avant même que cela se produise. C'est complètement fou. Confirmation, comme je vous le disais, que donc Donald Trump, après qu'on soit venu l'informer que la vie de Mike Pence, et donc ce qui est intéressant, c'est que Jack Smith a réussi à établir une chronologie. La chronologie, c'est sur Twitter, le 6 janvier 2021. Donald Trump poste un tweet où il regrette que Mike Pence n'ait pas eu le courage de faire ce qu'il lui avait demandé, et donc de refuser de certifier l'élection. Et à partir de là, Mike Pence devient, c'est ce que raconte Jack Smith, il devient la cible des manifestants. C'est là qu'on commence à entendre
s'écrit « Hang Mike Pence », il faut pendre Mike Pence, il faut pendre Mike Pence. C'est là qu'il y a cette évacuation en catastrophe et on a les documents, les vidéos qui nous permettent de voir que ça s'est joué à quelques dizaines de mètres où Mike Pence est évacué et caché à l'intérieur du Congrès, il est évacué vers le sous-sol, il refuse de quitter de partir, de s'embarquer dans une voiture parce qu'il n'a plus confiance au monde autour de lui. Et il a bien raison parce qu'il sait, Mike Pence sait à ce moment-là que Donald Trump a été prévenu de l'augmentation de la violence. Il a été prévenu du fait que la foule essaye de tuer Mike Pence et que Mike Pence est en danger de mort et que la réponse de Donald Trump est « so what ?» et alors donc évidemment, l'essentiel du rapport de Smith repose sur le fait que Donald Trump, tout ce qu'il a fait était dans le domaine du privé. C'est complètement fou, cet ensemble de preuves est complètement folle. Elle arrive en plus hier, après le débat, lorsque la dernière question du débat a été justement sur la question du 6 janvier et que Vance a essayé de nous expliquer que tout ça était pacifique et que Donald Trump avait accepté le résultat des urnes sans confirmer qu'il avait perdu. On voit que c'est complètement faux. Je suis en train de toujours passer à travers les documents pour voir s'il y a encore quelque chose de fou. Évidemment, il doit y avoir, je dois rater tellement d'autres choses, mais passer à travers 165 pages tout en vous parlant, c'est complètement fou. Donc, ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux opérations de ce qui s'est passé au niveau de Detroit pour empêcher physiquement que les résultats les bulletins de vote soient comptabilisés. Donc, il y a eu une volonté de Trump de faire une intervention physique. Et l'exemple qui a été choisi, et ça sera, on en parlait il y a quelques jours avec Thomas, on vous fera une émission spéciale sur ce qui s'était déroulé en Floride en 2000. C'était l'exemple. Empêcher le compte en rentrant et en cassant tout pour que le tri des bulletins de vote s'achève là. Ouais, il y a même les noms, il y a les noms évidemment, Jack Smith a tout. Jack Smith a tout. Il a le nom des. On comprend pourquoi Donald Trump a essayé de tout empêcher jusqu'à hier. Il ne voulait absolument pas que ces informations tombent dans le domaine public parce que en fait, il est dans une situation extrêmement compliquée. Il y a les noms, il y a les témoignages détaillés des employés de la Maison Blanche qui ont été le témoin de tout ça. Il y a le témoignage direct de l'élu du conseiller de Donald Trump qui est allé lui dire pour la situation, pour lui donner les détails de ce qui était en train d'arriver à Mike Pence en lui demandant d'intervenir. Pression de l'extérieur pour qu'il intervienne. C'est le moment où il reçoit des messages de tout le monde, de Marjorie Taylor Greene, de son propre fils, de Ivanka. Tous ces gens-là lui demandent d'arrêter et d'intervenir et il ne le fait pas. Il ne le fait pas. C'est complètement fou. Ce document est complètement fou. Sincèrement, on le savait. Ce qui est excellent, et je dis pas ça pour vous dire voilà, on l'avait dit, on l'a dit, mais on a fait un travail de fou ici dans cette
dans cette émission de suivre tout ce qui est lié au 6 janvier, à un moment où personne ne le faisait. On a fait des émissions en 2021, en 2022, en 2023 sur ce sujet-là, en vous donnant, des preuves de ce coup d'État. Et en gros, lorsque je lis les propos de Jack Smith aujourd'hui, bah, tout ce que je vous ai raconté ici, et puis c'est facile, hein, allez le vérifier, hein, les émissions c'est gratuit de s'abonner à notre chaîne, et toutes les émissions, plus de 400 émissions, dont toutes nos émissions sur le 6 janvier, sont disponibles dans nos archives. Allez vérifier nos archives. Tout ce que je viens de vous raconter là, c'est la confirmation, et voilà, c'est la confirmation de ce que je vous ai raconté pendant des semaines et des mois, alors qu'on vous expliquait que c'était des touristes qui étaient rentrés au 6 janvier. Non, le 6 janvier, c'était une opération pour ralentir le processus de certification qui demandait la collaboration de Mike Pence. Et si Mike Pence ne collaborait pas, il fallait ce désordre pour empêcher la tenue la tenue de ce processus de certification. Pourquoi ? Parce que l'idée était de dépasser le moment limite, et à partir de là, de dire, ben non, il existe d'autres certificats de vote, ces fameux certificats de faux grands électeurs. Regardez, ils sont là parce qu'ils ont été tous transportés depuis ces 7 États clés. Ils avaient été transportés au Capitole pour être utilisés, et de dire, du coup, il y a un doute. Résultat, s'il y a un doute, tout ça, ça doit être envoyé à la State Legislature, donc au niveau des États. Et Jack Smith a prouvé que Donald Trump lui-même, j'insiste sur cet aspect-là, que Donald Trump lui-même a contacté les responsables de ces groupes-là, donc de ces assemblées, si vous voulez, ou que ce soit l'équivalent d'assemblées départementales, si vous voulez ramener à l'échelle française. Donc, c'est des majorités qui étaient républicaines, et Donald Trump s'était assuré que ces gens-là donnerait la victoire. Donc l'idée était d'empêcher la certification officielle le 6 janvier pour que ça retourne au niveau des États où il y avait des majorités républicaines, et que ces républicains disent, bah non, finalement, regardez, on a d'autres comptes, on a d'autres certifications. Nous, c'est à celle-ci que l'on croit, et donc Donald Trump est président des États-Unis. C'est complètement fou ce qui est en train de se passer. Voilà. Ce que je vous propose, évidemment, c'est de nous retrouver demain matin à 8h. On va parler de tout ça dans Maintenant Matin, et surtout demain soir à 20h. Demain soir à 20h, on va rentrer dans ces documents-là. On va revenir sur les éléments d'enquête que nous avions, que je vous avais partagés, en vous disant, soyez patients, hein, la justice fait son travail. Jack Smith vient de prouver que son travail a été fait. La juge Chutkan a prouvé que sa préoccupation, c'est la justice, et que le public américain devait avoir ces informations. Je suis persuadé que dans ces 165 pages, il y a encore des dizaines et des dizaines de perles, de moments complètement fous. Je suis en train de regarder des extraits où il cite que l'expert, donc le FBI Computer Analysis, qui a examiné toutes les données, peut certifier que toute l'activité, ils ont toute l'activité du téléphone de Donald Trump toute la journée du 6 janvier. Ils ont la totalité de son activité sur les social media applications, sur les sites d'information, les échanges par DM. Ils ont réussi à tout récupérer.
Et donc, par exemple, il explique qu'on a la preuve que Donald Trump était sur Twitter toute la journée dès son retour de son discours de Ellipse. Donc, il suivait l'évolution. Il ne peut même plus se cacher du fait qu'il n'était pas au courant. Il était dans son bureau, il était installé avec son téléphone à suivre tout ça. C'est complètement fou. J'ai pas lu le message de Vincent qui disait, ouais, exactement, merci Vincent, c'est 2022. 2022, donc 2021, 2020, on a lancé ce podcast en vous expliquant que Donald Trump était prêt à tout pour rester au pouvoir. Hein, c'était le 20 décembre 2020. Le 6 janvier nous en avait donné une pénible confirmation. Les enquêtes, les émissions que je vous ai proposées en 2021 et 2022 allaient toutes dans ce sens-là. Le rapport de Jack Smith vient de confirmer ça, c'est extrêmement important. 165 pages, dans 165 pages que je vais vous analyser, vous éplucher, on aura les meilleurs extraits, les meilleurs moments, les épisodes les plus fous. On aura ça demain à 8h pour une émission spéciale de la chute sur la chute, parce que c'est vraiment, c'est vraiment le cas. On va voir maintenant l'impact l'impact de ces révélations en termes de grand public. Ce qui est bien, c'est que finalement, ce qui s'est passé hier, ça a levé, ça a mis en avant, a remis en avant sur l'avant de la scène. On a vu tout à l'heure qu'on avait Jean-Marc Léger. Ce n'était absolument pas un sujet d'importance chez les Américains. Hier, le fait qu'en fin de débat, Pence, non pas Pence justement, s'il n'est pas là, c'est parce que il sait que Donald Trump était d'accord pour qu'il soit pendu. C'est toujours sympa de le savoir. Et que donc voilà, il a hier, comment il s'appelle? J'ai perdu le nom. J.D. Vance a essayé de revenir sur cette histoire-là en nous expliquant que c'était rien, que Donald Trump n'avait pas essayé, qu'il avait redonné le pouvoir de manière pacifique, et puis il a refusé, et on en parlait avec Jean-Marc en disant ce matin c'était ce qui était viral sur les réseaux sociaux, le fait que hier J.D. Vance avait refusé de dire si Donald Trump avait avait accepté la défaite, et donc le sujet du 6 janvier est revenu dans l'actualité. Et là, aujourd'hui, c'est énorme. Je vais vous montrer, je viens d'envoyer à Thomas la une du Drudge Report, hein, qui est un site visité par plus de 20 millions de personnes, d'Américains par jour, qui est le site préféré de la droite américaine. Lorsqu'il utilise le rouge, c'est un code couleur qu'il utilise extrêmement rarement. C'est pour vous donner l'importance du moment. C'est que toute sa première page est en rouge. Je vais envoyer à Thomas d'autres extraits, donc vous allez voir ça. Mais voilà, Jack Smith vient de drop l'October Surprise. On vous a fait une émission, allez la voir il y a quelques jours sur le phénomène des surprises du mois d'octobre, en vous disant que peut-être l'October Surprise, ça serait le rapport de Jack Smith. Il vient d'arriver, donc voilà. Le bombshell, donc explosif, rapport explosif, nouvelle accusation des efforts de Trump, de ses efforts désespérés de changer le résultat des urnes, make them riot, les preuves, que lui-même savait de manière privée. Il avait dit que lui-même, tout ça c'était fou, hein. Il savait que c'était faux et fou, et que malgré cela, c'est un mensonge qu'il continue à propager. Il a contaminé des dizaines de millions d'Américains qui pensent aujourd'hui que le modèle électoral et la démocratie américaine ne
ne fonctionne pas, alors que lui-même savait que c'était le cas, qu'il n'y avait pas eu de fraude, que l'élection s'était bien déroulée. Témoignage donc de Mike Pence, témoignage énormément de personnes. C'est complètement fou ce document. Une synthèse, là j'ai devant les yeux une page de tous les éléments par exemple, le 7 novembre. 7 novembre. Un appel téléphonique, on va vous les lire, je vais vous les lire là rapidement avant de vous le laisser. Il y a plusieurs pages dans le rapport de Jack Smith où il détaille plusieurs éléments, plusieurs conversations téléphoniques, plusieurs rencontres où Donald Trump est au courant, est au courant ou est mis au courant, où il le sait, où il dit lui-même que l'élection n'a pas été volée, il n'y a pas eu de fraude. Le 7 novembre, laissez-moi juste une seconde. J'ai les cordes vocales là qui commencent à être usées. Donc le 7 novembre, il y a un appel téléphonique, excusez-moi, un appel téléphonique entre Mike Pence et Donald Trump. C'est le jour où les médias américains ont commencé à expliquer c'était à projeter en expliquant que c'était Joe Biden qui avait gagné l'élection. 7 novembre, les médias américains annoncent que c'est Mike Pence, que c'est Joe Biden qui a annoncé qui a gagné l'élection. Mike Pence appelle Trump et essaye de l'encourager en lui disant je vous encourage en tant qu'ami d'accepter ce résultat, en lui reprécisant qu'il sait qu'il n'y a pas eu de fraude, qu'il a perdu l'élection, en lui disant ben voilà, ça permettra par exemple de relancer le parti républicain. Donc Mike Pence incite Donald Trump à accepter cette défaite. Donald Trump le sait, il sait qu'il n'y a pas eu de fraude électorale, mais malgré tout, il continue. Le 11 novembre, cette fois-ci, il y a une réunion, c'est plus un appel téléphonique, donc plusieurs témoins, entre Pence, entre Donald Trump, entre plusieurs membres de la campagne, entre des employés entre plusieurs employés de la Maison-Blanche et donc Pence demande lors de cette réunion, on est le 11 novembre, en disant ok, il y a toutes ces poursuites judiciaires qui ont été entamées, on sait qu'elles ne mèneront à rien, quand est-ce que tout ça va arrêter? Et la réponse à ce moment-là, c'est de dire Thanksgiving, donc d'ici une dizaine de jours, tout sera terminé, parce que le consensus lors de ce meeting-là, c'est qu'il n'y a pas de fraude électorale. On sait qu'on va perdre, les avocats qui sont là disent on va perdre nos plaintes parce qu'on dépose ces plaintes parce qu'il faut le faire, mais on sait que l'on va perdre parce qu'il n'y a aucun élément de fraude. Nous avons perdu l'élection. Donald Trump est à ce meeting. On est le 11 novembre. Le 12, il y a un nouveau meeting, le même groupe avec Donald Trump encore une fois. Et Pence rappelle à Donald Trump que les avocats la veille avaient expliqué de manière pessimiste, que les procès ne mèneraient nulle part, parce qu'il n'y avait pas non seulement les procès, mais les demandes au niveau des États de remettre en question les résultats des élections, vu qu'il n'y avait pas de fraude, que les chiffres étaient bons, que tout ça ne mènera à rien. Le 12, Donald Trump a un dîner, un lunch, un déjeuner avec Pence, tête à tête, Pence, Donald Trump. Et Pence lui dit, ok, l'important maintenant, c'est de sortir de cette crise. 12 novembre, on n'est pas le 6 janvier, le 12 novembre. L'important, c'est de sortir de cette crise. Et donc, il propose à Donald Trump une option pour sauver la face. Et de dire, voilà, la solution,
c'est de ne pas concéder la défaite, mais de dire que le processus électoral et de contestation du vote est terminé. Donc, au lieu de dire j'ai perdu, parce qu'il comprend que Donald Trump ne veut pas publiquement dire qu'il a perdu, il lui dit ne dites pas que vous avez perdu, dites simplement que c'est terminé et que donc il n'y a plus de procédure pour empêcher ça. Donald Trump est au courant qu'il a perdu l'élection, il le sait, il va quand même continuer à dire que il va continuer à dire qu'il a gagné l'élection. C'est suite à cette série de meetings du 11, du 12 que le 13, il renvoie tout le monde, toutes ces personnes qui lui expliquent qu'il a perdu et qu'il les remplace par Rudy Giuliani qui lui va poursuivre le mensonge. Le 16, on est toujours là, le 16 novembre, on ne se quitte pas, je sais. Donc, le 16 novembre, nouveau repas, nouveau déjeuner privé entre Pence et Donald Trump. Une nouvelle fois, Pence lui demande d'accepter les résultats en lui rappelant qu'il n'y a pas de fraude et qu'il a perdu l'élection. Et il lui dit, écoutez, si vous acceptez maintenant, ça vous permettra de vous représenter à nouveau en 2024. Et la réponse de Trump, c'est de dire, je ne sais pas, 2024, c'est tellement loin. Donc il y a un désintérêt de Trump. On lui donne des solutions, des exit stratégies, donc des solutions pour accepter sans se griller, sans perdre la face, cette défaite-là. Il refuse à plusieurs reprises. Le 23 novembre, conversation téléphonique entre Trump et Mike Pence, conversation téléphonique, où le 23 novembre, Trump lui-même dit que, en parlant de son private attorney, c'est Giuliani, en disant que donc Giuliani, le nom est caché parce que tous les noms ont été cachés, mais on devine que c'est lui parce que c'était lui l'avocat privé le 23 novembre de Donald Trump, que donc Giuliani vient d'appeler Trump le 23 novembre. On est toujours en novembre, hein, le 23 novembre, pour lui dire qu'il n'est pas optimiste sur l'issue de toutes les plaintes qui ont été déposées. On doit être déjà à une quinzaine de rejets à ce moment-là. Et donc, Giuliani confesse à Donald Trump, ce qui ne va pas empêcher aux deux de continuer à mentir, de continuer à demander de l'argent à leurs supporters. Des dizaines de millions de dollars vont être versés par les supporters de Donald Trump, de dire qu'il n'est pas optimiste sur ce qui va se passer, qu'il n'y a pas de dossier, pas de cas. Le 21 décembre, cette fois-ci, on est un mois après, Donald Trump n'a toujours pas concédé et continue à propager des mensonges. On a les preuves que Donald Trump savait que tout cela est un mensonge, que Giuliani publiquement répétait des mensonges sur les morts qui ont voté en sachant que c'était faux. Hein, en termes de manipulation de l'opinion, c'est exactement terrible. Et donc, 21 décembre, on se rapproche des dates importantes. C'est le jour de la création de la chute, d'ailleurs, du premier podcast, le 21 décembre. Je suis un petit peu ému aussi parce que c'est des années de travail, pour nous, ici, avec Thomas, avec Cody et maintenant Média. C'est des années de travail, c'est des années où beaucoup de monde, je ne vais pas citer de nom, expliquait que ce qu'on faisait, c'était n'importe quoi, que tout ça ne s'était pas passé, c'était pas aussi grave que ça, que la démocratie américaine avait finalement tenu le coup et que les institutions étaient tellement fortes. Que lorsque j'allais au-devant de médias en leur disant mais moi ces informations je suis prêt à les partager avec vous, disant ouais mais bon ça intéresse personne, tout ça on sait c'est rien passé, on a vu les images, c'est pas parce qu'il y avait un gars déguisé qui est allé hurler dans les couloirs du Capitole. Ben non, vous voyez l'importance de tout ça, et je suis aussi ému surtout en termes de citoyens de ce pays qui a une vie ici, qui a une famille. J'espère de tout cœur que ce rapport va devenir un procès et que Donald Trump, pas parce qu'il est Donald Trump,
mais parce que c'est important pour l'histoire qu'il soit jugé et condamné, parce que sinon, un jour, cela se reproduira. Il y a eu preuve après preuve, page après page, exemple après exemple que je vous donne. Il y a eu une tentative de coup d'État aux États-Unis avec une volonté, avant même l'élection, de dire on ne va pas accepter une défaite, et la mise en place d'un plan, de plans au pluriel cité, je cite ici Jack Smith, de plans de plus en plus fous, de plus en plus dangereux pour empêcher que la démocratie s'impose aux États-Unis. C'est extrêmement grave. Et lorsqu'aujourd'hui on vous dit non, non, mais vous inquiétez pas, hein, si Donald Trump est réélu en novembre, ça ne sera pas un dictateur et il rendra le pouvoir normalement dans 4 ans et il respectera les règles de la Constitution. Il y a des experts de plateau qui sont encore à vous dire ça aujourd'hui. Donc le 21 décembre, petite parenthèse, clac, elle est refermée. 21 décembre, une nouvelle fois, Mike Pence tente de convaincre Donald Trump d'abandonner. Et cette fois-ci, il a trouvé une nouvelle porte de sortie en lui disant, en encourageant Donald Trump de ne pas voir cette élection comme une défaite, mais comme un intermède, just an intermission, un intermède pour lui dire c'est juste un intermède de 4 ans avant un retour triomphal en 2024. La même journée, il retourne le voir, Pence retourne le voir, donc le 21 décembre, on est dans le bureau ovale. Et donc là, Trump est en période de doute et demande qu'est-ce que vous pensez que nous devrions faire? What do you think we should do? Pence lui explique que maintenant que de toute manière il n'y a plus aucune possibilité de changer les résultats de l'élection, que les procédures légales ont été épuisées, que le Congrès va certifier l'élection donc le 6 janvier, nous sommes le 21 décembre. La meilleure chose que devrait faire Donald Trump, la seule chose que devrait faire Donald Trump, c'est take a bow, donc c'est saluer et partir de la scène politique pour mieux revenir en 2024. Donc ce sont les différents moments où Mike Pence, hein, on le voit, il y en a plusieurs, Mike Pence a tenté de convaincre Donald Trump d'accepter sa défaite. Le fait que Donald Trump était au courant qu'il avait perdu l'élection, que toutes ces tentatives de rester en place, qu'elles soient légales ou sous forme de pression au niveau de demander des recomptes, par exemple, c'est cité des recomptes en Géorgie, que tout ça ne mènerait rien. Il a perdu l'élection et donc Donald Trump a refusé cette défaite et donc voilà. Encore une phrase complètement folle dans ce document. Trump qui dit à Pence, parce que Pence refuse, donc nous sommes le 6 janvier, le 5 janvier, la veille, la veille du... C'est fou, cette déclaration est folle. Le 5 janvier, donc la veille du 6 et de tout ce qui s'est passé, Pence refuse de rentrer dans le plan de Trump de manière définitive en disant non, il ne va pas, il va certifier la victoire de Joe Biden le lendemain. Et Trump lui dit, tu es trop honnête, tu vas voir, the people are gonna hate your guts, les gens vont te détester. Et le lendemain, Trump s'assurera que ces gens vont détester Mike Pence jusqu'à vouloir le pendre. Et Donald Trump, lorsqu'on lui demandera d'intervenir pour calmer la foule, répondra So what? Lorsqu'on lui dira que Pence est en danger de mort, il répondra Et alors? En gros, il a bien cherché, il n'a pas accepté
de mettre en place mon plan. Il y a aussi parmi les extraits des échanges entre l'avocat de la Maison-Blanche, Eric Ashman, qui est venu témoigner dans la commission la commission sur le 6 janvier, cette commission où il y avait justement Liz Cheney. Il était venu témoigner. Il y a donc un échange entre Ashman et John Eastman. John Eastman, c'est un des avocats privés que est allé chercher Donald Trump, qui est l'architecte de ce plan où Pence refuserait de certifier, les résultats d'élection, ce qui renverrait la décision au niveau des conseils départementaux, donc des state legislatures, qui, étant acquises à Trump, auraient donné la victoire à Donald Trump. Et donc, Hirschman, quand il est au courant de ce plan-là, il met en garde John Eastman en disant que « Your plan will cause riots in the streets », que ce plan-là, cette volonté allait créer des manifestations violentes dans les rues. Je pense qu'on pourrait y passer toute la nuit, hein, tellement qu'il y a de choses, c'est d'une richesse, complètement folle. C'est complètement fou. Évidemment, il y a sûrement beaucoup d'autres choses. On va vous en parler donc demain matin à 8h pour Maintenant Matin, et puis surtout une émission spéciale demain de la chute à 20h, 14h au Québec. Ne ratez pas ce moment où on va passer à travers ces 165 pages et essayer de comprendre on va essayer de comprendre la portée de tout ça. Il y a aussi tout un aspect dans le discours sur le fait que tout un aspect dans le rapport, le fait qu'ils ont profité financièrement de cette situation-là, que sur des mensonges, ils ont levé des dizaines et des dizaines de millions de dollars. C'est extrêmement riche. Voilà, c'était la breaking news. Alors là, c'est pas une breaking news, hein. C'était une vraie breaking news que vous avez vécu avec nous. Je suis très heureux. C'est formidable que nous étions en direct à ce moment-là. On serait allé en direct. Donc c'est pour ça, lorsque je vous dis, hein, je vous raconte pas de blague, lorsque je vous dis abonnez-vous et cliquez sur la sonnette de notification, c'est parce que il y a une vraie raison. C'est parce que lorsqu'il y a une breaking news, on est toujours au rendez-vous. Je voudrais vous remercier non seulement de votre présence, mais aussi j'ai vu passer des super chats. Il m'a semblé même en voir passer certains d'une folie. Mais en tout cas, quelle que soit la taille, merci à tout le monde c'est une monstre breaking, hein, c'est pas la breaking news. Merci à tout le monde de venir soutenir notre travail. Nous sommes un média 100% indépendant. 100% indépendant. Il n'y a pas de milliardaires derrière nous. Il n'y a pas le soutien d'une rédaction. Il n'y a pas de publicité. C'est vous qui permettez à la chute d'exister, à faire ce travail en breaking news, de me permettre par exemple d'aller passer ma journée à éplucher tout ça pour vous le présenter demain, de faire toutes ces émissions, de faire venir Jean-Marc Léger, d'avoir tout le monde. Ce sont grâce à vos soutiens que nous sommes là, que ce soit à travers la chute.info, que ce soit à travers les chutistes, en tout cas celles et ceux qui décident d'utiliser des emojis. J'en ai vu passer plein, et donc c'est le moment. Si vous n'avez pas encore utilisé l'emoji du toast, allez-y, hein, on va toaster Donald Trump, c'est le moment de le faire. Pareil pour le ketchup, c'était un moment incroyable. Je vais encore laisser la place à Cody qui va venir remercier tout le monde, mais rapidement je voudrais donc remercier Lionel. J'ai vu Bruno aussi qui était là, j'ai vu Nathalie qui était là, et évidemment merci Richard du fond du cœur. Waouh, c'est extrêmement touchant. Comme tu as été touché par ma fébrilité, de vouloir vous partager ce moment-là. C'est un moment important pour
pour les États-Unis, c'est un moment important pour le monde, mais c'est aussi un moment important pour nous ici parce que c'est un combat, entre guillemets, pour la vérité que l'on mène depuis 2020, de vous prévenir en vous disant attention, parce que ces méthodes de mensonge, ces méthodes de manipulation de la foule ont des effets tragiques sur nos démocraties. Donald Trump, quoi qu'il en soit, même si demain il est condamné à de la prison, parce que si ce procès a lieu, vu ce que je viens de vous lire, il sera condamné à de la prison. Donc pour lui, présidence ou prison, plus que jamais, il n'a plus le choix. Euh, Même s'il est condamné à de la prison, l'impact de ce qu'il a fait en décembre 2020, lui restera. D'abord, évidemment, il a détruit notre rapport à la vérité, notre rapport aux médias, en mentant et en disant que c'était les autres qui étaient des fake news. C'est pour ça que je l'avais dit, Donald Trump est un salaud. Je le répète aujourd'hui, et je le répète encore plus aujourd'hui en lisant ce rapport de synthèse de Jack Smith. Et puis surtout, c'est l'impact sur nos démocraties, sur la démocratie américaine, mais lorsque vous êtes confronté à à des mouvements populistes qui utilisent les mêmes outils, qui utilisent les mêmes réseaux, qui utilisent les mêmes plateformes, qui utilisent les mêmes stratégies pour remettre en question notre système démocratique, pour pouvoir imposer leur pensée, pour pouvoir imposer leur vision politique. Ce qui est arrivé aux États-Unis le 6 janvier, et c'est ce qui va rester, une attaque contre la démocratie américaine, une attaque contre la confiance qu'avaient avant ça, qu'avaient les électeurs, parce que cette confiance n'existe plus. Donald Trump l'a détruit. Les Américains, aujourd'hui, une partie des Américains sont persuadés que l'élection de 2024 est truquée parce que Donald Trump a détruit notre confiance dans le système électoral. Et ça, c'est un péril qui menace toutes nos démocraties. Et demain, si Donald Trump est condamné, tant mieux. Cela prendra une ou deux générations pour refaire ce travail de connecter les électeurs à ce geste démocratique, parce que Donald Trump, pour rester en place, en sachant qu'il avait perdu, en sachant que sa carrière politique allait se mettre soit entre parenthèses ou soit allait être terminée, a décidé de mentir en disant pour mentir, je vais expliquer qu'il ne faut pas faire confiance à ce qui est l'incarnation de la démocratie, voter, voter, voter. Et ça, c'est extrêmement grave. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, évidemment, je suis ému parce que pour moi, ce rapport, c'est le premier pas. Ça ne sera pas suffisant. Le prochain pas, c'est un procès et une condamnation. Mais, excusez-moi, mais ce rapport, c'est le premier pas vers une réconciliation qui va être longue et pénible des Américains vers leur système de démocratie. À chaque fois qu'on peut prouver que le système démocratique fonctionne et que les gens qui vous expliquent que ce système ne ment pas vous mentent en connaissance de cause parce qu'ils ont décidé pour leur intérêt personnel de rester au pouvoir, c'est important. Et donc c'est la journée que nous venons de vivre ensemble en direct. C'est complètement fou. Encore une fois, j'ai pas de mots. C'est vraiment un moment important. Je suis très heureux de l'avoir vécu avec vous. Merci à tout le monde qui était là, qui partage. Et en plus, aujourd'hui, euh, je sais, je parle beaucoup. J'ai évidemment, je pense à vous, euh, à celles et ceux qui sont avec nous et nous font confiance depuis 2020, qui continuent à nous soutenir mois après mois et qui n'ont jamais
et qui n'ont jamais cessé de défendre et de partager ce que je vous racontais lors de ces émissions de la chute. Ben, ce soir, même si tout cela n'est pas fini, ce soir, vous pouvez prendre cette journée du 2 octobre comme étant aussi votre victoire. C'est votre victoire sur l'ignorance, sur le mensonge, sur le totalitarisme. C'est ce que vous avez fait mois par mois, de continuer à dire non, c'est un coup d'État, il y a d'autres choses, et donc de continuer à nous suivre et à nous soutenir, ça fait partie de tout ça. Donc je pense à vous, j'ai vu passer Sylvie, j'ai vu passer des gens qui sont là depuis très longtemps, Johan tout à l'heure, des gens qui sont là depuis le début de cette chaîne, et ben voilà, vous avez eu raison, vous avez eu raison de nous faire confiance. Vous venez d'en avoir la preuve officielle. Ce n'est pas terminé. Il y a encore une élection le 5 novembre prochain. Il y aura peut-être, selon les résultats de cette élection, un procès. Merci Michel, voilà, qui a vécu tous ces moments incroyables en direct. C'est la chute, c'est maintenant média, et c'est bien pour ça qu'il faut vous abonner. Je vais vous laisser avec Cody qui va venir vous remercier. Vraiment, merci beaucoup. Rendez-vous demain matin à 8h, maintenant matin, et surtout demain soir, 20h, 14h. Ne ratez pas cette émission où on va analyser ces 165 pages. Ce jour, j'y étais avec la chute, exactement. Nous étions tous ensemble. C'était un énorme plaisir, un grand honneur d'être avec vous aujourd'hui et de vous partager tout ça. À demain.